Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Léa Wilson, vice-présidente RSE du groupe français Imerys, géant mondial des minéraux industriels, groupe qui vient d'émettre auprès des investisseurs sa première obligation indexée sur des objectifs de développement durable. Capgemini publie son 23e rapport annuel, l'Observatoire mondial des marchés de l'énergie. L'occasion pour nous de faire un focus sur l'hydrogène vert qui ouvre une perspective de décarbonation de 15% de l'économie mondiale. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez les jeux vidéo de Maseka, créés en Afrique, testés en France et destinés à un marché potentiel d'1 milliard d'habitants. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact tout de suite. Bonjour Léa Wilson, bienvenue. Vous êtes donc la vice-présidente RSE du groupe Imerys. Quelques chiffres pour présenter ce groupe français. Chiffre d'affaires 3 milliards 800 millions d'euros, 16 400 salariés dans le monde, présents dans 40 pays, 5 continents, 102 mines dans le monde, 2450 brevets et 30 modèles industriels. Voilà, ça donne un peu l'ampleur d'un géant mondial. Alors moi j'ai des questions très basiques pour commencer. Quand on parle de minéraux industriels, quand on parle de minéraux, c'est quoi ces minéraux? Quelle matière? Alors, les minéraux industriels, effectivement, ne sont pas forcément très connus par le grand public. Mais ce sont des minéraux qu'on extrait, qui peuvent venir de plusieurs formations géologiques et qu'on utilise dans une multitude d'applications dans notre quotidien. Donc, je vous donne un exemple. On a le kaolin qui peut être utilisé dans des produits comme des papiers. On a des carbonates qui peuvent être utilisés dans le carrelage qui est alentour de nous. On a des talcs qui sont des minéraux qui peuvent être utilisés dans les plastiques d'automobile. Donc vraiment un panorama d'utilisation dans des industries. Oui, donc ça veut dire que vous êtes le partenaire de toute forme d'industrie. C'est quoi? Ça va de l'agroalimentaire, vous le disiez, à des objets du quotidien. C'est quoi la gamme des industries avec lesquelles vous travaillez? Ça fait vraiment la gamme totale. Alors, on a l'automobile qui représente une partie très importante de notre activité. Donc ça, c'est vraiment dans certaines composantes de voitures, notamment le plastique pour les automobiles, mais aussi des minéraux qui vont dans les batteries électriques pour l'automobile. Nous avons plusieurs solutions qui vont dans le bâtiment. Donc ça peut être dans les produits qui apportent une isolation à des produits pour la construction. On a beaucoup de produits qui sont dans un marché qu'on voit plus un peu au quotidien, dans le cosmétique pharma, des produits, des couches de bébés. On a des minéraux qui servent dans ces multitudes de produits. Les minéraux, ils apportent soit une fonctionnalité très spéciale à un produit, où ils peuvent remplir, être une aide à une process dans une autre industrie. Je donne un exemple, un déautomé, c'est un minéraux qu'on trouve ici en France, qui peut être utilisé pour filtrer le vin, par exemple. Donc, il y a vraiment une multitude d'utilisations. Et ça explique aussi la multitude de brevets que Imerys a pu déposer. Alors, évidemment, la consommation mondiale de minéraux, elle ne cesse d'augmenter. Quand on pense minéraux, on dit mine, on dit extraction, et on se dit comment on peut extraire sans détruire l'écosystème. Ça, c'est une problématique que se pose le secteur depuis quelques années. Est-ce que c'est un modèle d'extraction qui peut devenir plus durable, plus responsable? Comment vous vous engagez dans cette direction-là? Le modèle d'extraction, il est déjà durable. Je pense que le point de départ, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Le cœur de notre métier, c'est d'avoir une vision long terme de la bonne et
efficace utilisation de nos réserves. Donc déjà à la base, la géologie, c'est quelque chose qui nécessite une expertise qui permet de gérer ce patrimoine sur le long terme. Donc la façon dont on extrait, il est déjà depuis la naissance d'Imeris vu avec une notion de durabilité et une responsabilité. C'est quelque chose qu'on prend vraiment au cœur au quotidien. Mais bien sûr, on est conscient que l'amélioration continue, ça s'applique à tous les domaines. Donc, que ce soit dans l'innovation, que ce soit dans l'RSE. Donc, absolument, on peut toujours et on veut faire toujours mieux. Cela, on peut le faire dans l'innovation, la façon dont on développe des nouveaux produits, comme on peut le faire dans la façon dont on extrait les minéraux. Mais alors, ça pose aussi la question des conditions de travail des mineurs. Là aussi, alors on a, quand on parle de minéraux, on a avec nous toutes les images de conditions de travail qui sont déplorables. Donc, c'est un autre monde complètement les minéraux industriels. Il ne faut pas imaginer des choses historiques. Aujourd'hui, les carrières, les mines, ils sont très modernes. C'est très digitalisé. Quel que soit le pays ? Bien sûr, les standards sont assez internationaux. Les conditions géologiques sont ce qui détermine la façon dont on va extraire et transformer les minéraux. Donc, ce n'est pas une question de la pays dans lequel on se trouve. C'est notre standard à nous pour gérer encore notre patrimoine. Donc, c'est très important. Vous avez intégré le Pacte mondial des Nations Unies avec l'ambition d'apporter votre contribution à 9 des 17 objectifs de développement durable qui avaient été définis en septembre 2015. Quels objectifs vous avez, sur quels objectifs vous travaillez le plus profondément ? Bien entendu, quand on regarde ce qui se passe alentour de nous, le sujet du climat, il est primordial. Même si nous avons un portefeuille très hétérogène et on n'est pas fort émetteur, on comprend les enjeux climatiques et la nature de besoin de les industries de réduire leurs émissions. Donc pour nous, absolument, ODD numéro 13, sur le changement climatique, il est très important pour nous. Mais comme vous avez déjà évoqué, la biodiversité et l'empreinte qu'on a sur un territoire, il est très important pour nous. Donc on se focalise beaucoup sur celui-là. Je pense que, je ne vais pas vous citer toutes les 9, mais je dirais pour nous, c'est 2 très très importants. Alors, ODD. Ce qui nous intéresse aussi, et c'est pour ça qu'on vous a invité, il y a 6 mois, Imeris a émis auprès des investisseurs sa première obligation indexée sur un objectif de développement durable pour un montant de 300 millions d'euros. Je voudrais bien comprendre, cet argent, est-ce qu'il sert forcément à financer un projet vert, un projet durable ? Comment ça fonctionne ? Non, c'est un Sustainability Linked Bond qu'on a émis. Donc ça, c'est une obligation qui se permet à une entreprise de financer tout ce qu'ils veulent financer dans leur programme de financement. Par contre, cette obligation est associée à un objectif qui doit être basé sur la science, qui doit être ambitieux, qui doit être en dehors de business as usual. Et donc, si on n'atteint pas cet objectif à l'échéance du bond, il y aura une pénalité. Donc, c'est vraiment pour montrer que notre ambition de réduire nos empreintes de CO2, pour laquelle on a un objectif validé par le Science Based Target Initiative, il est associé à une démarche collective de l'entreprise et qu'on l'a associé à notre financement. Mais qui le certifie, qui va contrôler que ces objectifs de développement durable sont tenus ? Alors déjà, à l'émission, il y a une vérification qui est faite par un tiers indépendant pour vérifier que le projet d'obligation, il est en ligne avec les standards de l'IMCA. Donc un standard qui existe pour déterminer et pour rassurer les investisseurs que c'est une obligation qui est bien structurée et soutient les ambitions de développement durable. Et deuxièmement, on s'engage à faire une vérification annuelle, d'avoir un niveau de reporting poussé qui montre le progrès vers le KPI et qui vérifie la véracité de les données.
Vous avez, on va terminer là-dessus, renouvelé votre partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle à Paris. En quoi consiste ce partenariat, en quelques mots? Et puis surtout, est-ce que les scientifiques du muséum, ils vous aident aussi à remplir les objectifs de respect de la biodiversité dont vous parliez? C'est effectivement un partenariat scientifique. Donc voilà, on l'a renouvelé pour un deuxième cycle. C'est un partenariat qui nous permet d'avoir un retour de leur expertise qui est reconnue mondiale sur la biodiversité, un sujet bien entendu qui est très complexe. Donc ils amènent à la fois une expertise sur le terrain et nous, de notre côté, on bénéficie de cette expertise pour sensibiliser davantage nos équipes, de sensibiliser plus large les parties prenantes sur les enjeux de la biodiversité, et on met à disposition aussi partie de nos sols pour leur recherche. Donc on participe aussi à la publication de journaux scientifiques avec eux. Merci beaucoup, merci Léa Wilson, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, le défi industriel des énergies renouvelables. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Les énergies renouvelables, ce défi industriel pour la France, voilà ce dont on parle tout de suite avec mes invités. Colette Leviner, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes conseillère énergie auprès du président de Capgemini. À vos côtés, Luc Poirier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, le président de McPhy, spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène décarboné. Colette Leviner, Capgemini a publié le mois dernier votre rapport annuel, l'Observatoire mondial des marchés de l'énergie, c'est le 23e. Oui, je crois. c'est la 23e édition. Peut-être une leçon générale pour commencer. Quelle leçon générale vous en tirez? La leçon générale, c'est que en fait, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties en 2021. 2020 avait été une année un petit peu particulière, donc c'était avait baissé, c'est reparti. Et donc, c'est vrai qu'il faut accélérer la décarbonisation de notre énergie et de notre économie d'ailleurs. Alors là, on a des technologies, il n'y a pas de doute. On a les renouvelables, on peut en dire un mot, qui progressent, dont les prix baissent, mais qui sont intermittents. C'est-à-dire vous n'avez d'énergie solaire que quand il y a du soleil et d'éoliennes que quand il y a du vent. Il y a le nucléaire qui fait aussi partie des énergies propres. On va dire un mot d'hydrogène. Il y a les batteries qu'il faut associer avec les renouvelables. Donc les technologies existent. Et je crois qu'il y a une certaine difficulté pour la société à se transformer. Et on l'a bien vu à la COP26. Ils voulaient phase out, éliminer le charbon. Ils ont dit on va le diminuer. Parce que la société doit s'adapter. Donc en quelque sorte, il faut viser une transition la plus rapide possible, mais qui soit abordable, qui ne soit pas trop cher pour les gens. Quand on a vu les pics de prix de l'énergie au mois d'octobre, absolument exceptionnels, on ne peut pas aussi demander aux gens de payer beaucoup plus cher leur énergie. Il y aura un rejet de cet aspect. Donc, les pics d'octobre, ils étaient vraiment exceptionnels pour ce que vous avez le recul, quand on dit un 23e observatoire. Les pics du gaz étaient exceptionnels. Le gaz a été, au mois d'octobre, à peu près à un prix de 100 fois 10 fois plus élevé qu'un an auparavant. C'est un peu rebaissé, ça a été seulement, je dis aujourd'hui, 7-8 fois. L'électricité a suivi, parce qu'en Europe, on a un système un peu compliqué, et la France a raison de vouloir dire qu'il faut changer, où le prix spot de l'électricité est basé sur la dernière centrale qui fonctionne, la centrale la plus chère qu'il faut mettre sur le réseau pour faire face à la demande. Et cette centrale, c'est une centrale au gaz ou au charbon. D'accord. Et donc, on a consommé du gaz, on a consommé du charbon. Et la France, qui a des énergies décarbonées, la France a du nucléaire, beaucoup d'hydraulique et de l'éolien et du solaire, a vu ses prix liés au prix des énergies fossiles, ce qui est quand même assez paradoxal. Donc les prix de l'énergie ont monté, et les prix de ce qu'on appelle les certificats de CO2, les droits à polluer, ont aussi doublé par rapport à l'année dernière. Alors, est-ce que ça va rester? C'est la bonne question. Je pense qu'on était sur un pic, mais probablement, il faut s'attendre dans l'avenir
à des prix de l'énergie plus élevés que ceux d'aujourd'hui. On va rester sur un palier d'énergie plus chère. élevé que ceux. Luc Poirier, McPhy, c'est donc un pionnier. McPhy. Bah oui, si vous voulez, McPhy, allons-y, je le prononce comme vous, il n'y a pas de problème. À la française. On est un industriel français. C'est un pionnier de l'hydrogène au service de la transition énergétique. Ouais. Ça représente quoi aujourd'hui, le marché de l'hydrogène vert sur le marché de l'hydrogène, déjà pour bien comprendre de quoi on parle? Oui, alors l'hydrogène, effectivement, il y a l'hydrogène dit carboné, effectivement, qui représente 95% de cet hydrogène aujourd'hui, qui est utilisé dans l'industrie. Et l'hydrogène vert, c'est le reste, c'est-à-dire ce qui est produit essentiellement à partir d'électrolyse. L'hydrogène ayant cette magnifique caractéristique d'être, lorsqu'on l'utilise comme combustible, de ne produire que de l'eau, de recomposer de l'eau et pas de CO2. Donc on est à 5%. Et aujourd'hui, en fait, l'enjeu, c'est de décarboner l'usage industriel, parce que cet usage industriel, on a besoin d'hydrogène pour produire des engrais, pour produire du méthanol qu'on retrouve dans les matières plastiques, dans le raffinage. Et une fois qu'on a décarboné, également de l'utiliser de façon nouvelle, comme un nouveau vecteur énergétique, par exemple dans la mobilité. Et quelles perspectives on a pour l'hydrogène décarboné? Les perspectives sont incroyables. Aujourd'hui, il y a cet hydrogène décarboné, c'est dans le monde à peu près 300 mégawatts seulement d'électrolyse. Et si vous prenez la seule Union européenne, nos objectifs sont de 80 000 mégawatts en 2030, deux fois 40 gigawatts. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, nous les Européens, à la fin de la décennie. Donc ça veut dire qu'il y a ce fameux passage à l'échelle qui est énorme et qui représente un défi de décarbonation que des entreprises comme McPhy ont décidé de relever. Au niveau mondial, qu'est-ce que ça pourrait représenter l'hydrogène vert pour la décarbonation de nos économies? Ça représenterait à l'horizon 2050, il y a plusieurs scénarios, mais l'Agence internationale de l'énergie table sur à peu près 15% de la décarbonation possible. Donc c'est certainement pas la seule, mais c'est à peu près 1/6 de l'effort à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, pour y arriver? Parce que c'est une filière gigantesque à construire. Voilà, donc il faut... d'abord, il faut réussir là où il y a eu plusieurs faux départs. Donc là, cette fois-ci, il faut réussir. Un des facteurs, c'est qu'il faut le rendre compétitif. On a la chance maintenant d'avoir plus de renouvelables, d'avoir de l'énergie décarbonée en Europe, d'avoir une mobilisation des acteurs. Et là, l'enjeu qu'on relève, c'est l'industrialisation, le passage à l'échelle. Il faut réduire les coûts. Par exemple, pour vous donner un exemple, nous, McPhy est producteur, fabricant, concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène. Il faut qu'on réduise, comme on l'a fait dans le photovoltaïque, dans l'éolien. Et ça, il faut le réussir en Europe. Il faut pas rater. Il faut réduire les coûts. Donc, je vous donne un exemple. Les électrolyseurs qu'on produisait à peu près 1 mégawatt coûtaient 1,5 million il y a 5 ans. McPhy, on est réduit à la moitié maintenant. Et il faut qu'on réduise encore à peu près 300 d'ici la fin de la décennie pour arriver à des prix pour que l'hydrogène vert soit plus compétitif que l'hydrogène gris. Colette Levinaire, les leviers que vous avez identifiés dans cet Observatoire mondial des marchés de l'énergie pour développer les énergies renouvelables, et peut-être restons sur ce focus hydrogène vert, c'est quoi? C'est l'innovation, évidemment. Quels obstacles à lever vous citeriez en priorité? C'est l'innovation. Je pense personnellement, on ne dépense pas assez dans le passage entre les laboratoires et même le prototype, et après Luc l'a très bien dit, après il faut passer à l'échelle. Je crois aussi que pour réussir l'hydrogène décarboné, il faudra beaucoup de renouvelables. Luc l'a dit, c'est 80 000 mégawatts de renouvelables. C'est énorme, ça veut dire 80 centrales nucléaires. Donc là, on va avoir un vrai défi à la fois de développer du renouvelable, de garder le nucléaire et, à mon avis, d'en redévelopper, au moins en France. Je pense qu'on va enfin prendre cette voie. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par le président de la République. Et on va probablement importer, alors sous une forme à définir, des énergies renouvelables venant de pays comme le Maghreb, par exemple, où il y a du solaire très bon marché. La question va être, est-ce qu'on importe l'électricité verte, on importe l'hydrogène vert ou autre chose? La question est là. Donc il faudra faire un peu feu de tout bois pour... Non, je ne devrais pas dire le mot bois, pardon. Enfin, il faudra mettre tout en œuvre pour faire en sorte qu'on atteigne ces objectifs qui sont ambitieux. Mais c'est vrai que c'est 15% de l'économie qu'on ne sait pas décarboner
autrement qu'avec de l'hydrogène vert. Donc 15%, c'est considérable. Oui, c'est vraiment important. Et donc ce levier de l'innovation, ça suppose quoi? Ça suppose un outil européen pour être le plus efficace? C'est à ce niveau-là? Ça suppose effectivement une aide massive des États. Qui a commencé, mais qui ne suffira pas. On est encore à l'échelle, on est beaucoup moins que toute l'aide qui a été apportée aux renouvelables. Et pour industrialiser en Europe, ce qu'on veut, c'est constituer une chaîne, toute la chaîne de valeur en Europe. Et c'est possible. On sait produire des bus hydrogène, on sait produire des piles à combustible, on sait produire des électrolyseurs. Et comme l'a dit le président de la République le 12 octobre, il s'agit cette fois-ci de ne pas rater ce rendez-vous. Le modèle, c'est Airbus. On le cite depuis des décennies à tout bout de champ, ou pas forcément d'ailleurs? C'est un peu plus riche que ça, si je puis dire, parce que je connais pas Airbus dans le détail. C'est une association fructueuse entre des PME, des grands groupes. Énergéticiens, non énergéticiens, l'automobile s'engage, on le voit, la mobilité va s'engager, les raffineurs, les cimentiers, et on voit en fait la différence peut-être avec Airbus, c'est que ça va toucher toute l'économie. Et on le voit en 2 ans, qui aurait parlé il y a encore 2 ans d'avions à hydrogène? Maintenant, ça y est, la question c'est plus si, c'est quand. Et ça, c'est ça le basculement extraordinaire qui est en train de se produire grâce à l'hydrogène décarboné. Encore un mot du rapport avec... je trouve que ça peut sembler étonnant, en tout cas c'est passionnant. Vous dites qu'il faut accorder une attention particulière à la cybersécurité. Pourquoi le développement des énergies renouvelables renforce cet objectif? Expliquez-nous. Parce que, si vous voulez, le développement des renouvelables va changer entièrement les réseaux électriques. Aujourd'hui, ou hier, disons, les réseaux électriques étaient conçus avec des grandes centrales de production, donc c'était centralisé, et puis après on distribuait l'électricité aux citoyens. Aujourd'hui, avec les renouvelables, on a de plus en plus d'installations décentralisées. Ça, c'est un point, donc le réseau a besoin d'être revu. Et par ailleurs, comme les renouvelables sont intermittents, il faut beaucoup de souplesse, parce qu'il faut équilibrer à chaque moment la production avec la demande. Donc il faut que le réseau soit plus intelligent, donc il faut des capteurs. Et vous allez avoir des capteurs répartis, puisque ces énergies sont réparties. Et beaucoup de capteurs répartis, eh bien, ça vous donne des risques de cybersécurité. Autant de portes d'entrée potentielles. En Amérique, c'est arrivé avec un pipeline, Colonial Pipeline, qui a été hacké, avec aussi une installation d'épuration de l'eau. Et donc, il y a un risque sur les réseaux électriques, qui sont un corollaire, si vous voulez, du développement des renouvelables. Luc Poirier, c'est une préoccupation nouvelle pour vous, ou vous l'aviez déjà intégrée, cette préoccupation? On intègre cette préoccupation. Ce qui est intéressant derrière la cybersécurité, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'il y a clairement un enjeu de souveraineté. Bien sûr. Derrière cet enjeu de l'hydrogène vert, on le voit à travers l'industrialisation, à travers la dépendance. La dépendance des pays va être différente. La France a la chance d'avoir un équilibre, d'avoir assez d'énergie décarbonée pour être globalement autosuffisante dans ce défi de l'hydrogène vert. Ce ne sera pas le cas de l'Allemagne, qui va devoir importer massivement. Donc, selon quelle modalité va-t-on importer, vers quelle région? Et ça va sans doute être un sujet de géopolitique, comme il y a une géopolitique du pétrole, il y a une géopolitique du gaz, il y aura un jour une géopolitique de l'hydrogène. Un dernier mot sur les coûts de l'énergie renouvelable, qui ont plutôt baissé l'an dernier. Ils vont quoi? Ils vont plutôt augmenter à l'avenir? Quelles sont les prévisions? Je pense qu'il y aura une pause. D'abord, les coûts ont baissé de manière exceptionnelle, 10% par an depuis les 10 dernières années, à la fois le solaire, l'éolien, les batteries aussi. Donc, c'est exceptionnel. Alors, je pense, le coût des autres énergies, on l'a dit, ont fortement monté. Bien sûr. Je pense que les renouvelables vont avoir des coûts qui vont remonter légèrement pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'acier, par exemple, sur les éoliennes, c'est 80%. L'acier remonte. Les transports, si on importe les panneaux solaires de Chine, le coût des transports monte, et le coût du capital. Là, quoi qu'on en dise, je pense qu'on va vers de l'inflation, donc vers des taux d'intérêt plus élevés, et ce sont des installations très capitalistiques. Donc on risque de voir une légère remontée. Mais par rapport aux autres énergies qui montent beaucoup, ce sera une baisse relative, si je veux dire. Et donc ça restera évidemment intéressant. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter à la fois ce rapport et l'avenir de l'hydrogène décarboné. On passe à Smart Ideas, on parle jeux vidéo, vous pouvez rester en place, et pont entre les cultures. Merci. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
Smart Ideas, tout de suite avec Teddy Kosoko, le président de Maseka. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. C'est une entreprise que vous avez créée en 2018. C'est quoi, un studio de création de jeux vidéo? Alors, c'est un studio de création de jeux vidéo qui a pour vocation de raconter l'Afrique en Europe, mais qui a aussi pour vocation de développer l'industrie du jeu vidéo et culturel sur le continent africain et bâtir un pont entre les deux continents. Bâtir un pont entre les deux continents, ça veut dire que quand vous créez, quand vous inventez un jeu vidéo, il y a des talents des deux côtés qui travaillent ensemble, c'est ça? En fait, ma vision, moi, à la base, je suis né en Centrafrique, je suis arrivé en France en 2012 pour continuer des études. Et de ce que j'ai vu, de ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment faire en sorte que les deux continents, les personnes sur les deux continents puissent travailler ensemble et au travers des créations, puissent partager des expériences, des compétences et déconstruire un peu les clichés, les barrières et autres. Ça, c'est bien, c'est important. Un exemple, tiens, on va prendre le jeu de foot. Exactement. Ça tombe bien parce que ça s'appelle Golden George, référence à Georges Weah, grand joueur, ancien du Paris Saint-Germain, entre autres, qui a été le premier Africain devenu Ballon d'Or européen. Voilà, c'est une belle référence. Il est devenu homme politique, il est président de la République du Libéria. Bref, on n'a pas beaucoup de destins comme ça dans l'histoire du football. C'est quoi ce jeu, Golden George? Faites-le vivre pour nous. Alors, Golden George, c'est l'histoire d'un jeune Africain qui rêve de devenir Ballon d'Or. C'est la plus grande distinction dans le monde du foot, en tout cas en Europe. Et donc, ce jeune homme pauvre, il n'a pas forcément tous les moyens nécessaires. Il ne peut pas participer aux entraînements dans son quartier, tout ça. Et donc, ce qui se passe dans le jeu, c'est que le joueur, il va incarner ce personnage. C'est un jeu de jungle avec toute une histoire par-dessus. Il va évoluer au fur et à mesure de l'histoire et essayer de faire en sorte que le personnage puisse réussir son rêve de devenir un grand joueur de foot. Ce jeu, il est déjà disponible, il le sera bientôt. Alors, vous en êtes tout de son développement? Il est presque terminé. Là, on est en train de discuter presque en train de finaliser un gros partenariat avec Orange Group, pour la distribution sur tout le continent africain, parce qu'il y a la CAN qui va arriver en janvier 2022, puis la Coupe du Monde à la fin de l'année. Et du coup, avec Orange, on aimerait distribuer ce jeu sur les 54 pays, sur les 18 pays au moins où Orange a ses filiales, utilisées pour la CAN comme tremplin, et après distribuer aussi en Europe. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Vous venez aussi de présenter le store Gara. C'est quoi le store Gara? Alors, en fait, on s'est rendu compte que c'est très compliqué de distribuer un jeu sur le continent africain. Alors, on peut le distribuer via le Play Store, mais générer de l'argent avec les contenus en Afrique, aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a aucun studio de jeux vidéo sur le continent qui est rentable avec des jeux créés sur le continent. Il n'y a aucune société, par exemple en France, qui fait des jeux, qui les déploie sur le continent et qui génère de l'argent avec. Alors que c'est un marché potentiel qui est énorme. C'est 1 milliard d'individus. Donc du coup, nous, on arrive, en fait, on se dit, vu que le Google Play Store ne veut pas se poser et utiliser et intégrer les systèmes de paiement qui sont utilisés en Afrique, comme les mobile money possédés par les télécoms, en fait, nous, on crée un store comme le Play Store, qui va intégrer les solutions de paiement qui sont utilisées par les Africains. Alors que le marché de la 4G, il est bien développé en Afrique. Le continent est couvert à plus de 60% aujourd'hui. Ça génère des milliards par année. Et les solutions de paiement comme les mobile money qui sont utilisées génèrent plus de 495 milliards de dollars de transactions sans intermédiaire bancaire. Donc le marché, il est là. Le marché du jeu vidéo, il est là. Le marché du jeu vidéo, il est là. Le marché du numérique, le marché de la culture, ils sont là. Le problème qui se pose, c'est que d'un côté français, en tout cas européen, les gens ne connaissent pas ce marché qui est proche, mais qui semble si loin. Et donc de l'autre côté, en fait, les gens, ils attendent à ce que les solutions émergent. Il y a des gens sur place qui se battent pour que les solutions émergent. Et du coup, nous, on s'est dit, on ne va pas attendre à ce que Google, un jour, se réveille pour résoudre ces problèmes-là. On a décidé de mettre une sorte de porte d'entrée sur l'Afrique pour que tous les créateurs, par exemple en France, aujourd'hui on a la boîte à bulles, grosse société, maison d'édition française, on a des sociétés américaines et également des sociétés africaines qui nous donnent leur contenu et du coup nous ces contenus-là on va les distribuer, les vendre sur le continent. Et ben voilà, grâce au store Gara. Merci beaucoup. Merci énormément. Bon vent à Maseka. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.